Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Entre deux vins. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marielle Cazot du Château La Conseillante à Pomerol. On va avoir plein de choses à se dire sur Pomerol, sur Bordeaux, sur le château et puis sur ton arrivée tout simplement et tout ce qui a pu être entrepris depuis ton arrivée. Euh, Avant de commencer ce podcast, je souhaitais remercier tout simplement notre partenaire qui s'appelle Euni, qui est une application de gestion de cave à vin. Vous pouvez suivre tout simplement, ajouter vos bouteilles, les gérer sur une cave même 3D, tout simplement. Vous pouvez réaliser des accords mets et vins. Et ce qui est vraiment, vraiment super, c'est qu'en plus de suivre la valeur de vos bouteilles, vous allez avoir des accords mets et vins selon les bouteilles que vous avez. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'App Store, enfin sur les différents stores de vos téléphones et à la télécharger. En tout cas, on les remercie de nous réunir aujourd'hui. Carrément, merci Oni. Donc aujourd'hui, Marielle, je suis ravi d'être avec toi. On se plonge directement dans le Bordelais. Tu sors de Wine Paris, donc c'est un peu intense pour toi. Merci de venir ici. Merci à toi de m'inviter. Écoute, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais beaucoup que tu puisses tout simplement te présenter. Donc, je m'appelle Marielle Cazot, j'ai un peu plus de 45 ans et je suis directrice générale de La Conseillante depuis 10 ans. C'est mon anniversaire à La Conseillante cette année. Eh bien, joyeux Ouais, anniversaire. donc c'est chouette. J'ai commencé à La Conseillante en 2015 et ça fait 10 ans que je vis cette formidable aventure avec la famille Nicolas. Voilà, donc pour parler un peu plus de moi ou de mon parcours, je viens des Landes, donc du sud-ouest de la France. Et je viens d'une ferme. Mon papa était agriculteur, mes grands-parents étaient agriculteurs. Donc je suis née dans une ferme autour de canards, de poules et de cochons, mais pas du tout de pieds de vigne, comme quoi, D'accord, voilà. ok. Bah, c'était pas très très loin géographiquement, mais... Non, on n'était pas très loin de Bordeaux et surtout dans un monde très épicurien avec le goût des bonnes choses, surtout de la bonne chair, de la bonne table. Je pense que c'est ça qui m'a fait finalement arriver au vin, parce qu'avec des grands-parents et des parents qui étaient vraiment et qui sont toujours des chefs cuistots incroyables, forcément, on ne fait pas bien à manger sans avoir une belle bouteille. Forcément. Forcément. Et mon papa a toujours eu le goût du vin et une très jolie cave. Et c'est lui qui m'a initiée au vin quand j'ai eu l'âge de déguster des délicieux flacons. Et c'est ce jour-là, le jour de mes 18 ans, devant une bouteille de Féland Ségur 89, que j'ai fait waouh! Il y a de quoi faire waouh. Oui, voilà, c'était incroyable, cette boisson était incroyable. Et je voulais initialement faire l'école de nez à Versailles. D'accord. Et du coup, j'ai complètement, enfin pas complètement parce qu'on est toujours dans le sensoriel, mais je me suis dit pourquoi pas faire du vin. Et j'ai fait quelques stages pendant ma prépa biomaths sup à Montaigne chez des viticulteurs pour voir ce que c'était. Et là, j'ai découvert le milieu du vin. Et depuis, je suis dans le milieu du vin. J'ai fait toute ma carrière, école d'ingénieur, diplôme d'œnologue. Et pour arriver... Enfin, je n'ai pas fait que des grands crus dans ma carrière, au contraire. Et c'est ça, je pense, qui fait ma richesse, c'est que j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle, sans aucune connaissance. Et c'est par le travail que je suis arrivée à La Conseillante. Oui, on dit souvent que parfois le milieu du vin est un peu difficilement accessible, surtout à ceux qui n'en viennent pas. Bon, visiblement, à part une très très belle cave dans la famille, il n'y avait pas forcément de relation dans ce monde du vin. Donc c'est vraiment ta passion qui t'a guidé. Exactement. Alors, c'est un peu, c'est pas le rêve américain, c'est le rêve bordelais. C'est qu'on peut arriver à Bordeaux et vraiment, je pense que la valeur travail, c'est quelque chose qui vient de mes parents. J'ai travaillé très jeune dans les champs pour les aider, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup travaillé. Et je pensais pendant longtemps, si on n'a pas un nom, si on n'a pas de relation, on ne peut pas réussir. Et c'est faux. C'est vraiment par la valeur travail qu'on peut de no one arriver à être directeur général d'une... moi, je dis que toujours, finalement, c'est la conseillante qui me permet aujourd'hui d'être un tout petit peu connue. Attention, je ne suis pas une rockstar, mais dans le monde du vin, j'ai un tout petit peu... on commence un peu à connaître mon don, mais c'est parce que je suis sur ce terroir-là aussi. Bien sûr. C'est la symbiose des deux, du travail et du terroir. Et donc, tu disais que tu avais un parcours d'ingénieur, Oui. ingénieur agronome, du coup, je suppose. Exactement. À Ouais. Bordeaux. À Bordeaux. Ça s'appelait à l'époque l'ENITA de Bordeaux. Maintenant, ça s'appelle Bordeaux Sciences Agro.
Châtellerault. J'ai fait donc ces 3 ans, la dernière année spécialisée en viticulture-œnologie, avec des professeurs incroyables comme Kees van Leuven, qui était à Cheval Blanc à l'époque, ou Jean-Philippe Roby, Isabelle Mazeneuf, qui aujourd'hui est à l'ISVV, qui est toujours prof d'œnologie. Et derrière, j'ai fait aussi le diplôme national d'œnologue en 1 an. J'ai eu un petit raccourci pour pouvoir avoir le diplôme en 1 an. Oui, parce qu'avec ta formation déjà Exactement. en agronomie Oui. et autour de la viticulture, tu avais certaines bases solides. Voilà, mais ça m'a vraiment, pour moi, c'est l'école d'ingénieur qui m'a révélé, qui m'a donné le goût de la vigne. Parce que pour moi, je ne me verrais pas faire que du vin. C'est vraiment avoir cette double casquette, pouvoir gérer à la fois la plante et jusqu'à la mise en bouteille. C'est ça qui est passionnant. Oui, donc il y a un vrai attachement à la terre, Oui. peut-être un petit raccrochement à Oui. ta famille Oui, aussi. Oui, et vraiment le côté paysan, le mot paysan, le mot terroir, qui longtemps a été, c'était les vins de terroir, c'était pas des vins. On disait ça, le goût de terroir, ça voulait dire qu'il y a un peu de défaut, il y a un peu un paysan, c'était quelqu'un qui avait les mains sales. Ben, je trouve qu'aujourd'hui, on devrait mieux valoriser tout ça. Être un paysan aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment important. C'est quelqu'un qui connaît sa terre, qui sait l'utiliser. De terre, je le disais à la masterclass l'autre jour, en faire une fonctionnalité avec le suffixe -oire. Une terre devient terroir par le paysan qui la cultive. Et du coup, aujourd'hui, c'est plus laudatif de dire terroir. On dit les vins de terroir, c'est le vin de l'identitaire, qui a le goût de... Eh bien, ça, c'est chouette. Et je pense que sur le même mode, on devrait encore plus valoriser le mot paysan, l'agriculture paysanne. C'est des choses, pour moi, qui veulent dire qui veulent dire vrai, qui sont... un vigneron qui ne connaît pas sa terre, qui la respecte pas, fera jamais de grand vin. Ouais. C'est pas possible. Et c'est marrant parce que du coup, toi, tu es arrivé avec cette conviction un petit peu, ce bon sens paysan peut-être. Exactement, mais je l'utilise et tu vois, j'ai les mots de la bouche. C'est ça, un bon sens paysan qui est... Alors, des fois, je ne peux pas l'expliquer et je le dis à mes collaborateurs. Je ne sais pas pourquoi je fais les choses. Je le fais par intuition. Alors des fois, j'ai plein d'anecdotes, mais en 2017, quand la lune noire est arrivée après Pâques, donc c'était le 24 avril, et qu'il y avait un refroidissement des températures, 2 semaines avant, je disais à mes collègues, il va geler. Il va geler parce que mon grand-père, il disait toujours que s'il y a un rafraîchissement sur la lune noire après Pâques, c'est là qu'il y a des problèmes de gel. Et bon, on s'est équipé. Ouais. On a eu quelques jours pour trouver des solutions. Comment on s'équipe du coup d'ailleurs? Alors, c'était pas facile. On n'avait pas de bougies, etc. Mais on a trouvé un hélicoptère. Pratique. On a trouvé un hélicoptère. Comme ça. Comme ça. Eh bien oui, parce que comme on s'y est pris avant, il y avait un hélicoptère à Libourne, aux Arctiques de Lussac. Et du coup, on a loué... le pilote m'a pris pour une folle quand je l'ai appelé pour lui dire « Je peux vous louer pour survoler mes vignes ?» Vous restez au-dessus, oui. stationnaire. Quasi. Il me dit vous êtes sûr? Et puis, 1 semaine après, il me rappelle et puis il me dit tout le monde m'a appelé pour la même chose. Bon, je vous ai dit oui à vous, donc je vais venir, mais on l'aurait payé 10 fois plus que ce qu'il m'avait proposé initialement. Oui. Donc, à l'époque, pour 750 € l'heure de vol, donc il y avait eu 2 heures de vol, on a sauvé une récolte. Et ça, c'est extraordinaire. Je le vois jamais, je me dis pas c'est génial, j'étais brillante. Non, j'ai pas été brillante. C'est mes grands-parents qui m'ont éduquée, qui m'ont donné toutes ces connaissances qui font aujourd'hui la manageuse que je suis. Et j'essaie de le transmettre à mes collègues, mon chef de culture, Charlie. Et plein de fois, je lui dis écoute, on va le faire. Je sais pas pourquoi. Alors des fois, je me plante, clairement. Je me plante aussi souvent. Mais il y a une intuition qui vient du fait de regarder le vignoble, de regarder le sol, de sentir parfois aussi le sol. Est-ce qu'il sent bon? Est-ce que c'est le moment de le travailler? Est-ce que c'est pas trop humide? Donc l'odeur est hyper importante, pas que dans le vin, aussi dans l'olfactif du sol et de la terre. Donc petit raccrochement à cette envie d'aller faire l'école du nez oui. à Versailles. Oui, carrément. Toujours cette sensation. Carrément. C'est super. Et c'est marrant, moi j'aime beaucoup aussi cette comparaison qui dit que généralement l'intuition, c'est en fait une somme d'expériences qui permet d'accélérer une décision sans trop savoir pourquoi. Oui, c'est très chouette, c'est très bien dit. Comment tu la transmets à tes équipes, du coup, cette intuition? Parce que c'est difficile quand
t'arrives pas à expliquer ta décision, de leur dire oui, mais c'est comme ça, il faut y aller, faites-moi confiance. Alors, il y a toujours quand même, enfin pas toujours, mais il y a dans 75% des cas, il y a toujours soit une base de lune. Alors, bon, je ne suis pas complètement biodynamiste, mais je crois en certaines choses au niveau de la lune et de ses effets. Donc, il y a soit un raccrochement au niveau de la lune, soit un raccrochement au niveau de mon expérience, comme là, 2024, où on a eu beaucoup d'eau dans les sols, donc la vigueur conférée, il fallait s'attendre à une vigueur folle de la liane. D'accord. Donc, tailler un peu plus long pour éviter trop la coulure sur le merlot. Donc, il y a aussi je raccroche ça aussi souvent à une base scientifique et technique. Et quand je ne sais pas l'expliquer, eh bien, je ne sais pas l'expliquer. Mais je transmets dans le sens où je pense qu'il faut que les jeunes générations se fassent aussi parfois plus confiance et soient plus à l'écoute aussi de la nature. Et c'est pas parce qu'on nous a appris ça que c'est forcément vrai aussi. Et c'est ce que j'ai aussi appris avec mes petits 20 ans de carrière, c'est qu'on m'a appris beaucoup de choses à la faculté d'œnologie qu'aujourd'hui que je mets absolument pas en pratique. Je passe un petit peu du coq à l'âne, mais par exemple, on m'a toujours appris qu'on ne récoltait pas de raisins sans mettre du soufre sur les raisins pour les protéger pendant la vinification. Depuis 10 ans à la conseillante, je ne mets plus du tout de soufre dans le vin et je pense que je ne fais pas de piquette. Non, on a changé nos On peut pratiques. dire ça comme ça, oui. On peut Voilà, pas de piquette à la conseillante, c'est bon, je te l'accorde. Non, c'était pour vous faire réagir, mais non, c'est les gens qui sont campés sur leur position en disant il faut faire comme ça et toujours comme ça. Il faut se remettre en question, il faut expérimenter. C'est bien parce que la fac de Nau et Isabelle Masneuf m'avaient accompagnée pour expérimenter les vinifications sans soufre à la conseillante. Donc, on fait ça de façon très carrée. Je reviens à des choses vraiment très, très carrées, avec des duplicats, des triplicats. On met ça en place pendant plusieurs années. Et quand ça fonctionne, on l'étend au chai. Donc, on revient, on essaie de se remettre en question, on expérimente et ensuite on étend. Et des fois, ça ne marche pas et on arrête. Mais il ne faut pas se reposer sur les connaissances que l'on a reçues jeunes. Il faut aussi toujours être à l'éveil et à l'écoute des nouvelles pratiques. J'en profite important. pour rebondir, on reviendra un peu sur ton Ouais. parcours parce que ça m'intéresse aussi d'évoquer jusqu'à ton arrivée quand même à la D'accord. conseillante. Mais quand j'ai préparé ce podcast, j'ai pas résisté à ce questionnement qui était de me dire, mais waouh, quand on arrive à la conseillante, qu'est-ce qu'on peut essayer? Est-ce qu'on peut se permettre d'essayer des choses? Est-ce qu'on peut essayer d'améliorer les choses encore? Voilà, c'était quoi ton état d'esprit déjà quand tu es arrivé là-bas? Parce que j'imagine que forcément il y a une certaine humilité devant le chef-d'œuvre, on peut en parler un petit peu comme ça, hein, dans lequel tu arrives. Quel est ton rôle? Comment est-ce que tu interprètes ton rôle quand toi tu arrives là-bas? Et comment est-ce qu'il a évolué depuis? Alors, c'est marrant parce que quand je suis arrivée à la conseillante, j'étais directrice technique jusqu'alors. Je vais peut-être faire Tu peux, tout vas-y. faire en même temps. Du coup, j'ai un parcours technique et j'ai toujours été directrice de propriété. Donc, j'ai commencé pour un anglais au domaine Le Zongar, en Côte de Bordeaux, 38 hectares, en sortant de l'école, donc dans le Grand Bain. On était 4 ouvriers. Enfin, j'étais aussi ouvrière, directrice, tout, parce qu'à 40 hectares, 3-4 personnes, il fallait tout faire, monter sur le tracteur, traiter, rogner. Je faisais tout, quoi. Et ça a été extrêmement formateur. Et un petit peu, c'était vraiment des conditions de travail. C'est pas très facile. Et j'y suis restée quelques années. On m'avait dit, tu y resteras 1 an. Bon, j'y suis restée 3 ou 4 ans. Job done. Les épaules solides. C'est ça. Et je suis partie ensuite à Pessac-Léognan pour le Château Malpras, pour une famille, pour Monsieur Cotz, Jean-Claude. Et j'ai fait pas mal d'années, je ne me rappelle plus combien d'années, au Château Malpras. J'ai adoré travailler avec Monsieur Cotz, mais malheureusement, pour des histoires de succession, il a dû vendre à Bernard Magré sa propriété. Et du coup, j'ai dû trouver notre emploi. Et j'avais été stagiaire à Sudiro pour AXA Millésime en 2003. Et AXA Millésime cherchait un directeur technique pour Petit Village. Donc, j'ai envoyé mon CV et
j'ai été prise. Ils me connaissaient aussi, donc Bien sûr. forcément. Donc, pour tous les stagiaires, faites des bons stages, soyez très très bons. Exigeant. Et ouais, très bons travailler dur comme ça. Après, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Bien sûr. Voyez, d'un stage, j'ai pu obtenir un CDI quelques années plus tard. Donc, je suis arrivée à Petit Village en 2012. Et honnêtement, j'y étais pour 10 ans. Vraiment, j'avais un contrat moral pour moi avec Christian Silly, le directeur général d'AXA Millésime, vraiment pour 10 ans. À part qu'en 2015, j'ai eu un chasseur de tête qui m'a appelé pour passer de directeur technique à directeur général. Et vraiment, j'ai raccroché au nez de... Je lui ai dit non, je ne suis pas intéressée 2-3 fois. Puis il y a un moment, mon mari m'a dit, mais attends, mais vas-y quand même, parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Va le rencontrer, tu ne sais pas pour qui c'est. Donc, en sortant des vinifs en 2014, les mains noires, le jean sale, sans CV, je suis allée rencontrer le chasseur de tête. Les meilleures dispositions. Voilà. Et... Après, c'est convaincant, ça montre que tu es investi. Oui, non, mais j'étais vraiment pas... pour moi, j'y allais, mais pas pour avoir le job, quoi. Et quand il m'a dit que c'était pour la conseillante, je ne m'y attendais pas du tout. C'est le château quasiment à côté. Hein. Ouais. Je ne connaissais pas la famille Nicolas, mais j'ai toujours aimé les vins de la conseillante. Et c'est vrai, ça me faisait rêver. Donc, je suis rentrée en disant, mais attends, mon mari, c'est quand même un poste de directeur général, avec la partie commerciale. Moi, je n'ai jamais fait ça. Puis, en bon rugbyman, qui est mon mari, il m'a dit, tu sais, si tu peux jouer en top 14 et redescendre en Pro D2, il n'y a pas de souci. Essaye d'y aller. Enfin, essaye. Ouais. Et puis, même si tu n'y arrives pas, tu pourras toujours revenir directrice technique de notre château. Il faut un peu avoir de l'ambition dans la vie. C'est mon mari qui m'a vraiment... Ah ouais, mais il a raison. Et j'avais extrêmement peur de ne pas y arriver. Je pense que c'est assez féminin d'avoir des doutes. Mais du coup, j'ai passé les sélections, j'ai été prise. Et je suis arrivée du coup à la conseillante en 2015. Et effectivement, j'avais l'impression que j'étais au bout d'une falaise et qu'on me poussait. C'est exactement la sensation que j'avais. Une peur, pas paralysante. C'est ça qui est bien chez moi, c'est que j'ai pas une peur paralysante, j'ai une peur dynamique et motivante. D'accord. Ça te pousse à l'action. Voilà, dans l'action. Et mais c'est ça qui est incroyable, c'est que la famille Nicolas, c'est des gens géniaux, mais qui m'ont accompagnée, qui m'ont donné tous les moyens, qui ne m'ont... c'était full... c'était pas de limite, quoi. Fais briller la conseillante, on te donne les mains libres, tout ce que tu veux, tu l'auras, tant que c'est pour le bien de la conseillante. Oh. Ouais. Et ça, c'est un peu de chance, incroyable. Hein, quand même. Oui. Ah non, mais j'ai eu énormément. C'est comme si 2015 et 2015 en jusqu'à plus, maintenant. Le millésime 2015 est extraordinaire. Enfin, tous les feux étaient ouverts. Millésime. On m'a dit, en fait, fais ce que tu veux. Et effectivement, tu l'as dit, je passe après déjà des millésimes incroyables des parents de Bertrand et d'Henri, donc tous les millésimes de 80, 82, 85, 89, etc., jusqu'à 2001, qui est un super millésime. La consciente, c'est les millésimes de Bernard et de Francis Nicolas. Donc il y a des millésimes iconiques. Ensuite, il y a Jean-Michel Laporte qui a fait des millésimes iconiques comme 2005, même 2006 qu'on a vu hier, incroyable. Et puis ensuite 9, 10, etc. Donc comment on arrive là? Je crois que ça, je me suis pas trop posé la question. C'était plutôt le challenge de faire bien déjà, de faire bien. En fonction du millésime, tu veux dire? En fonction du millésime. Ouais. Et je crois qu'ils m'ont pas mis trop de pression. Enfin, si, un peu, parce qu'ils sont des gens très exigeants. Ils veulent le meilleur pour la conseillante. Mais j'étais quand même accompagnée. Et puis, je me suis dit, j'arrive en juin, je connais pas vraiment le terroir. Fais de ton mieux. Donc, j'ai demandé si je pouvais faire une spécialisation de la maturité via une analyse de Delta C13. Alors, c'est très... Là, je t'ai perdu. Non, mais justement, c'est intéressant. Donc, c'est des analyses que l'on fait sur le raisin. C'est des analyses très pointues que j'ai fait faire par un copain, Benjamin Boise, qui était professeur à l'université de Bourgogne. Donc, j'ai impliqué des Bourguignons. Attention. Et c'est des analyses qu'on fait avant récolte. Et le delta C13 par rapport au C12 va montrer quels sont les raisins les plus mûrs. C'est très long, il faut vraiment spatialiser tous les prélèvements par des points GPS pour après cartographier, etc. Mais il y avait un endroit à la conseillante
Et c'est la conseillante, c'est 12 hectares et il y a 4 hectares qui de l'autre côté de la route, côté Cheval Blanc. Donc sur une parcelle qui a la binationalité Pomerol et Saint-Émilion. Ok, d'accord. Et C'est j'avais une incroyable. lecture pas très facile de ces 4 hectares. Et D'accord. cette analyse-là m'a permis de redécouper ces parcelles sans avoir 10 ans de recul sur le terroir. Donc ça m'a fait vachement gagner de temps. Oui. Non, mais Ce qui est important parce que j'ai ouais, l'impression ouais, que ouais. tu es arrivé et que on t'a dit voilà, tu peux gérer, mais enfin, la transmission a été peut-être plus limitée que dans d'autres domaines où on t'a beaucoup transmis techniquement. Tu es arrivé, on t'a dit il faut faire, et du coup tu t'es dit maintenant il faut que je comprenne avant que je fasse, quoi. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. J'ai été quand même très aidée par Bertrand Nicolas, mon gérant, qui a toujours été impliqué dans la technique. Jean-Michel m'a fait aussi une passation, mais c'est sûr que dans un terroir comme ça, au mois de juin, on est à 2 mois des vendanges. Il faut une formation accélérée. T'es arrivé au mois de juin? Ouais, fin Oh. juin. Du coup, j'ai eu l'idée de ce delta, des analyses de delta C13 avec Benjamin Bois. Ça a extrêmement bien marché. Ça m'a vraiment donné des outils. J'ai toujours un analogue conseil qui m'a accompagné, Michel Roland. Ouais. Et puis on a essayé des choses. Les Nicolas voulaient qu'il y ait plus de milieu de bouche. Donc D'accord. dans la conseillante, ils avaient leur truc, c'est qu'ils voulaient plus de milieu de bouche. C'est quoi plus de plus de densité, plus de chair? Ok. pas forcément de densité, mais de chair. Et ils voulaient plus de consistance à travers les millésimes. D'accord. Donc, on a essayé des vinifications intégrales, on a essayé la préfermentaire à froid. Qu'est-ce que la conseillante? On s'est posé la question, c'est quoi la conseillante? C'est des arômes de fruits, des arômes de fleurs. Donc, la précision aromatique est déjà quelque chose qui est connu de la conseillante. La conseillante, c'est le plus bourguignon des Bordeaux. Il y a une tendresse une tendresse dans les vins. Donc, j'ai essayé de prendre... j'ai lu les commentaires de tous les journalistes, pardon, Neil Martin, Béthané de Sauve, etc., de 10 millésimes de conseillantes, et j'ai essayé de voir les points positifs et les points négatifs. Prenons les points négatifs et essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer. Donc, on a fait des essais en 2015. C'est pour ça que je dis toujours en rigolant que 2015, c'est le millésime que j'ai un peu raté parce que c'est... C'est un peu vrai. Non, il est délicieux aujourd'hui. Mais c'est un millésime où on a tâtonné. Bien sûr. Et puis même à Bordeaux, c'est un millésime qui est arrivé après des millésimes qui étaient très frais. Donc on a eu tendance à aller chercher un peu trop loin la maturité. Mais ça, c'est pas que pour moi. Ouais, c'est bien pour sûr. tout Bordeaux. Donc je le dis en rigolant, mais c'est vrai, c'est un peu le millésime de repères, donc, prise de marque, essais multiples, divers et variés. Je vous ai dit, là, Nicolas m'ont dit, vous avez carte blanche. Donc j'ai expérimenté plein de choses. Et puis, avec 2016, on a mis... il se trouve que quand on change un directeur, c'est pas que j'ai fait peur aux gens, mais il y a plein de gens qui partent. Il y a eu des parents en retraite, des gens qui sont partis parce que ça faisait aussi 10 ans qu'ils étaient là et qu'ils voulaient voir ailleurs. Et c'est naturel. Je pense c'est une équipe qui est un peu renouvelée. J'ai eu la grande chance d'avoir le renouvellement de mon équipe. Tractoriste, on m'a aussi permis d'embaucher des vignerons, D'accord. d'internaliser le savoir-faire, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. Donc, j'ai embauché des vignerons qui travaillent temps plein à la conseillante. Et cette équipe-là, et je dis, en fait, le seul qui est resté, c'est Patrick, mon maître de chez, qui est là depuis 2001 et qui est un homme incroyable, ultra talentueux. C'est le gardien du temple, quoi. Non, mais le gardien du temple, mais en plus, c'est quelqu'un, je lui dis, Patrick, au bout de... Pourtant, il est là depuis longtemps. Je lui dis, on va faire ça, 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 on va essayer ça, ça, ça. Jamais, il m'a dit, non, ça va prendre, c'est trop de travail, c'est compliqué. Jamais, au contraire, oui, au contraire, et c'est lui même qui propose. Et si on essayait ça, j'ai entendu qu'il y avait ça, et pourquoi on ferait pas? Et ça, c'est incroyable de travailler avec quelqu'un qui a 60 ans, là, cette année, en 2024, il a fait ses 60 ans, et qui est autant moderne, force de proposition, à Une l'écoute. curiosité C'est, à toute épreuve, quoi. voilà. Et puis c'est un gars qui a c'est un assembleur né, donc il m'aide beaucoup dans les assemblages. D'accord. Et c'est un fou de vin. Donc un bonheur de travailler avec Patrick déjà. Et c'est vraiment toute l'équipe autour. C'était pour toute l'équipe de la conseillante. Maintenant Charlie, mon chef de culture, vigneron, tractoriste, on est une vraie team, une vraie équipe. On collabore tous ensemble.
C'est pas cloisonné. C'est vraiment tout le monde interfère avec tout le monde. On propose. Moi, j'écoute vraiment ce que disent les vigneronnes parce que c'est elles qui sont au quotidien, au Bien contact du sûr. végétal. On a changé en 2016 le mode de taille, pas mal, pour revenir à des choses plus simples, plus logiques, plus respectueuses des flux de sève. Et puis, on a changé plein de choses, les pratiques, on a remis plus de bio, de la biodynamie, l'utilisation des couverts végétaux, on fait nos biofertilisants. Donc, j'appelle le Charlie Panoramix parce qu'il fait ses tisanes avec ses mélasses, son petit lait qu'il va chercher dans la ferme d'à côté. Bon, et c'est des pratiques vraiment paysannes aussi, je redis paysannes, mais qu'on a remis au goût du jour. Donc, c'est plein de choses qu'on a remis, qu'on a refait et qu'on a réintroduit à la vigne pour le bien du végétal. Et quand on a une vigne en forme, on a des belles grappes, forcément, on fait du bon vin. Voilà. Oh, c'est une belle conclusion déjà. Voilà. Bon, c'est bon, on s'arrête là. Non, je plaisante, j'ai plein de questions. Alors là, je peux continuer. Non, je plaisante. Au contraire, j'ai plein de questions. Déjà, je trouve ça passionnant justement d'avoir cet ancrage hyper fort et hyper important. On le ressent, mais surtout tu l'exprimes. Et puis ça se voit que les actions, elles ont été prises quasiment en premier de ce côté-là. C'est le végétal, quoi. Oui. Tu as un souci, on va dire, de cette partie-là qui est hyper forte. Est-ce que, étant donné que Bordeaux, c'est aussi une région qui est soumise à des aléas climatiques qui sont assez forts et qui peuvent poser pas mal de problèmes, on va dire, si on peut dire ça comme ça. C'est un doux euphémisme. Exactement. Est-ce que ça permet justement de la rendre plus résistante ? Est-ce que ça permet de traverser toutes ces problématiques météorologiques ? Oui. Alors, sûrement pas toutes, mais quelle évolution tu vois aussi au fur et à mesure ? Et d'ailleurs, j'imagine, mais tu me le confirmeras, que c'est aussi du temps long. C'est-à-dire que ta vigne, c'est pas un claquement de doigts, ça y est, elle est devenue en forme. C'est pareil pour 15 millésimes comme ça, quoi. Non, c'est exactement ça. C'est quand on travaille sur le végétal, c'est du temps long. Et j'ai eu beaucoup de chance en arrivant avec 15 et puis 16. On a été j'ai été vite récompensée de mon travail, mais c'est pas forcément de mon travail. C'est parce que c'est conjoncturel, un grand millésime, un grand terroir. En premier, finalement, mon job, c'était de pas trop de respecter le terroir et de pas le masquer, de pas faire de bêtises, mais faut vraiment être mauvais pour faire des mauvais vins à la conseillante. Donc, on a eu beaucoup de succès, mais qui n'était pas forcément le fait des décisions que j'ai prises ou qu'on a prises en équipe. Le vrai travail et la récompense de ce travail arrive pour moi plus sur le millésime 2019. D'accord. Parce qu'il faut quand même plusieurs années pour que tout ce qu'on mette en place au vignoble porte ses fruits, et tu l'as bien dit. Et puis pour que tes pratiques que tu commences sur une petite parcelle puissent s'étendre au domaine entier. Exactement, en plus. puisqu'on a, comme tu dis, on expérimente et ensuite on étend. Effectivement, les biofertilisants, ça permet que la plante soit plus, on va dire, plus résistante face aux attaques de mildiou. Les tisanes de compost, ça c'est pour le sol. Ça c'est pour que la vie du sol soit, on va dire, plus importante, plus équilibrée. Et qui dit bonne vie du sol, dit bonne décomposition de la matière organique, dit forcément la matière organique et puis les choses. J'essaie de trouver des mots assez... de vulgariser un peu. Tous les minéraux vont arriver doucement à la plante et pas de façon brutale. Donc, il ne faut pas, surtout pour le merlot, de choc. Et qu'il est toujours, en fait, que le merlot puisse puiser dans le sol quand il a besoin, un peu de potasse, un peu de phosphore, un peu de bore, un peu de calcium, mais qu'il n'est pas annexé. Autrement, s'il a des excès, le merlot, il a des poussées qui sont erratiques et ensuite on a des problèmes au niveau des grappes, on peut avoir plus de coulure, etc. Donc le sol est important et la vie du sol pour l'équilibre du sol, et ça c'est vraiment essentiel pour l'équilibre, surtout du merlot. Un peu moins pour le cabernet, mais le merlot, oui. Ensuite, les biofertilisants, c'est vraiment des collèges de champignons qui vont faire que la plante est plus résistante.
On a aussi on a un cahier des charges. Alors, on n'est pas bio, mais dans notre HVE3, on s'impose minimum 80% de produits bio. D'accord. Donc, on essaye maximum d'être le 2019 qu'on va déguster. Il est 100% quasi. Enfin, je crois qu'on est à 98% de produits bio. D'accord. Peut-être un qui n'avait pas le label, mais enfin qui n'était pas. On essaye vraiment d'être logique. Et si on a une année compliquée avec 100 mm de pluie en une semaine, on ne s'interdit pas de mettre un produit chimique, un peu comme quand on est extrêmement malade et qu'on prend un antibiotique. Bien sûr. C'est un peu dans cette logique-là. Qui est aussi une réalité économique, hein, parce Bien qu'avec sûr. tous les aléas climatiques, on peut avoir des pertes de rendement, c'est assez fréquent, parce que sécheresse, parce que mildiou, parce que coulure. Pour l'instant, on gèle et grêle. Je touche du bois, on est passé à travers tout ça. Ouais. Mais on n'est pas à l'abri de tout ça. Donc, si on perd encore plus de raisins par une attaque forte de mildiou, on ne peut pas se le permettre. Je redis, c'est une propriété familiale, la conseillante. Donc, mon job aussi, c'est qu'il y ait une certaine régularité économique, une stabilité économique. Bien sûr, oui. Tu fais attention et en même temps, je comprends que tu essaies de limiter au maximum ces Exactement, parce que je vais vous dire, on est tous, c'est nous qui sommes les premiers dans les vignes. Moi, je pense que je suis la seule directrice générale de Bordeaux à passer autant de temps dans les vignes. Surtout l'été, je passe bien 2-3 mois, 2 mois complets dans les vignes avec l'équipe à faire les petits travaux. Je ne suis pas la chef, je suis la chef d'Anaïs qui est ma chef d'équipe et je l'écoute et je supervise bien sûr, mais ça me fait énormément plaisir parce que je sens le millésime. En travaillant dans la vigne, je sens le millésime et je vois s'il faut aller rajouter par-ci par-là des vendanges en verre ou s'il faut effeuiller ou pas effeuiller, au contraire comme en 2022, laisser les entrecœurs libres. Donc ça, c'est très important. Et donc, je me suis perdue. On parlait, oui, des choses qu'on faisait pour l'adaptation au climat. Et effectivement, c'est plutôt dans le taille, le travail, on va dire, dans le sol, et les apports au niveau du sol, et les apports aussi en saison sur le végétal qui vont nous permettre de lutter et d'essayer de s'adapter. Surtout, alors pour moi, c'est l'humidité et le milieu qui est un problème à Bordeaux sur le merlot. D'accord. Voilà. Okay. Mais bon, on commence à s'y habituer, on commence à avoir quelques éléments de réponse. Et j'ai lu justement dans un article que tu disais qu'il y avait 2 choses qui te stressaient, la météo et la notation. Et les journalistes, oui. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Et j'en profite, il y a 2 sujets que j'aimerais aborder. Ça fait une parfaite transition sur la partie un peu notation. Bon, ça a un rôle extrêmement important encore aujourd'hui, surtout quand on est un aussi grand château. Chaque millésime est remis en question, on est évalué. Oui. Alors, ça a apporté beaucoup de bien. Hein. Ça a permis une notoriété parfois accélérée de certains châteaux. Pour autant, c'est une pression supplémentaire. Il y a ce sujet que j'aimerais avoir ton regard là-dessus. Et il y a autre chose, c'est que j'ai vu que la conseillance a toujours été accompagnée. Il y a des très grands noms du conseil, comme tu disais, les héritiers Nicolas, visiblement s'entourent des meilleurs, font très attention. Tu parlais de Michel Rolland. Il me semble que Ribéraud-Gaillon a aussi conseillé le domaine. Oui. Quel est le rôle à la fois de ces conseils ? Parce que c'est un rôle très important à Bordeaux et on voit que vous l'utilisez encore beaucoup, de ce que je comprends. Et aussi, comment est-ce que tu vis cette notation ? Est-ce que ce conseil aussi permet de travailler cette partie-là, cette appréhension ? Comme tu l'as certainement compris, moi je suis quelqu'un qui travaille en équipe. Surtout depuis que j'ai recruté Charlie, qui est mon chef de culture et qui m'accompagne sur tous les sujets aussi environnementaux, RSE. Donc, il a un poste assez complet. Et avec Patrick, on est déjà 3 au domaine, plus les Nicolas, n'oublions pas, parce que Valmy, mes gérants, Valmy et Bertrand sont extrêmement impliqués dans la dégustation et dans le style conseillante. D'accord. C'est très important de le savoir. Donc, on est en interne déjà. On a un collège de dégustateurs. Et petit à petit, alors pas en 2015, c'est vrai que Michel Rolland m'a été vraiment très utile dans les premières années parce qu'il m'a vraiment accompagné. C'est un homme exceptionnel, avec un palais exceptionnel qui assemble très vite et très bien et qui est
très intelligent parce qu'il sait s'adapter. Quand je dis souvent que c'est Michel Rolland qui me conseille, les gens disent mais c'est pas le style Michel Rolland. Bah non, c'est pas le style parce que Michel Rolland, il fait pas du Michel Rolland, il fait de la conseillante quand il vient à la conseillante. Bien sûr. Et il essaye de nous accompagner au mieux. Donc petit à petit, c'est vrai que avec l'expérience et l'équipe qu'on s'est constituée, Michel intervient, pour être parfaitement honnête, Michel vient 1 à 2 fois par an, c'est tout, et que sur des assemblages. Mais je pense qu'il faudrait être fou pour pas demander à quelqu'un de l'extérieur de venir à minima 1 ou 2 fois pour goûter l'assemblage et dire, vous êtes, j'ai goûté ailleurs, parce que c'est ça, en consultant, il y a d'autres crus, mais que ça soit rive gauche, rive droite. Je ne me benchmarque pas forcément qu'avec mes voisins. Je vais regarder aussi ce que la tendance des millésimes, des grands noms comme Palmer, Pichon-Comtesse. Donc, oui, j'ai goûté tel vin. On n'a pas forcément le temps. Vous êtes dans le style, dans le millésime. Et oui, c'est bien. Ou non, il manque de milieu de bouche, ou il manque de fraîcheur, il faut tendre, il faut ceci. Donc, c'est un accompagnement qui est plutôt c'est un regard extérieur qui vient à la conseillante et qui nous dit, attention, vous êtes dans les limites ou pas. C'est un garde-fou et c'est très important. Alors, on met moins en avant, on en parle là ce matin, mais c'est vrai que Michel, je le mets moins en avant parce que Michel aussi va peut-être un jour prendre sa retraite. Bien sûr. Après Michel Rolland, je ne suis pas sûre qu'il y aura de stars, d'œnologues stars comme était Michel et Michel. Il sera toujours Michel. Il y a quelques stars en rive gauche, en rive droite, mais pour nous, je pense qu'on prendra toujours un œnologue conseil, mais pas en le médiatisant. C'est notre cuisine interne. On le fera intervenir, mais c'est l'équipe. Et après moi, ça sera un autre directeur général qui... Ce que je comprends aussi, c'est que tu ne veux pas t'en servir comme un outil marketing. Non, c'est pas ça. Alors que certains domaines peuvent le faire. Oui. Peu importe. C'est chacun ses pratiques. Chacun ses pratiques et ses choix, tout exactement. à fait. Mais vous, votre but, c'est de vous dire... Ça a une véritable valeur ajoutée, donc j'en veux, c'est utile. Mais par contre, je ne veux pas que ça soit utilisé dans le marketing ou dans la mise en avant, de dire regardez, goûtez la conseillante, Michel Rolland nous conseille. D'ailleurs, Michel Rolland vous conseille, mais sur une partie et sur l'assemblage. Voilà, c'est comme si je mettais en avant, mais quand j'ai un consultant pour la fertilisation ou qui est un pédologue on a des conseils, forcément, on n'est pas spécialiste de tout, bien sûr. mais je ne mets pas les autres personnes en avant. Et je pense qu'il faudrait plus... nous, on se dirige plus vers... on n'utilise pas des noms pour se mettre en avant. C'est la conseillante qui se met en avant par le travail collégial. Et pour les journalistes, c'est vrai que c'est... j'ai toujours été très scolaire. Et quand je rentrais de l'école avec un 18, mon père me dit toujours « Mais pourquoi tu n'as pas eu 20 ?» Et je suis un peu comme ça encore. J'ai beau avoir 98, je me dis « Mais mince, pourquoi on n'a pas eu 99 ou pourquoi on n'a pas eu 100 ?» C'est extrêmement stressant, c'est vrai. C'est stressant parce qu'on vend 90% de la récolte. Donc, pour nous, c'est 100%. Ce qu'on garde, c'est pour animer des dégustations en primeur. L'exercice primeur, un journaliste, il va goûter une fois un vin qui n'est pas fini. Des fois, c'est 8h30 du matin, c'est entre deux portes. Et ça met, quand c'est un grand journaliste, sa note va conditionner une partie, parce que c'est toujours vrai. Hein. Les gens qui vont vous dire non, les notes, ça compte plus. Quand on a un 100 points, on nous dit non, mais les notes... Mais quand on n'a pas le 100 points, oui, mais si vous aviez eu un 100 points... Donc, j'ai tellement eu ces discours-là que je dis, attention, il y a toujours une importance de la note. Ce n'est pas une note, ce sont plusieurs notes. Bien sûr. Donc, il y a plusieurs, on va dire, il y a une dizaine de journalistes qui comptent dans le monde. Alors, en fonction des marchés, c'est peut-être pas les mêmes journalistes. Donc, pour moi, c'est pas forcément les mêmes journalistes que notre dans le Médoc qui va avoir plus de un marché asiatique. Nous, on a moins de marché asiatique. Mais bref, c'est important. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de faire du bon vin, mais et d'essayer d'expliquer ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait. Et parfois,
c'est vrai que la conseillante a besoin d'un peu d'ouverture. Je m'en rends compte des fois sur un 2019, quand on vient goûter en livrable, les journalistes ils viennent, ils goûtent, ils partent, et puis quand on goûte 2 heures après, on se dit oh là là, le vin il C'est est encore dommage, rien, quoi. c'est dommage. Mais c'est pas grave. Ouais. L'essentiel, c'est que les consommateurs aussi nous fassent confiance, que la conseillante, parce que c'est 150 ans d'histoire dans Bah, la bien famille sûr. Nicolas. Je crois qu'il y a plus. Enfin, j'espère que le consommateur, quand il achète la conseillante, il sait que la bouteille sera bonne. Parce que c'est vrai, la bouteille est toujours bonne. C'est un terroir qui est extrêmement consistant. Les Nicolas ont toujours mis les moyens de faire bon. Et même dans les petits millésimes, la conseillante, c'est délicieux. Donc, on n'a pas vraiment, j'espère, besoin de notes. C'est plus pour des marchés américains, ou pour assurer aussi nos négociants Bien qui sûr. achètent en primeur. Voilà. Et puis nous, ça nous fait plaisir. Moi, quand j'ai eu un 100 sur le 2020, en bouteille, on s'y attendait pas du tout. C'était vraiment la récompense du travail de l'équipe. Et pour Waouh. moi, ça, c'était chouette, quoi. Tout le monde n'a pas la chance d'en vivre un de 100 sur 100 Ah oui, déjà. non mais ça a été. Et alors c'est rigolo parce que un journaliste anglais, bon, je vais vous dire le nom, c'est Neil Martin, m'a dit ouais, mais c'était à 100, si je te mets 100, après, tu n'auras plus. Enfin, pas genre par envie de faire du bon vin où tu vas te reposer sur tes lauriers. Et alors, du coup, Pardon? j'ai eu. Bon, il a dit, il est anglais, donc il y a Ouais. beaucoup d'humour. J'ai eu un 100 avec le Wine Advocate Ok. sur le 2020. Et honnêtement, alors on a été ultra contents, mais ultra heureux. On a fait un repas avec toute l'équipe Ouais, pour pour célébrer ça. célébrer ça. Mais j'ai l'impression que, vraiment, 10 minutes après, on était à l'époque sur le millésime 2022 et on a bossé comme des malades et on s'est pas dit bon bah, c'est bon après nous Ouais. non, au contraire, c'est Bah, on tout a se joue chaque envie année, de en fait. ouais, on se challenge tous les ans, on a envie de donner le meilleur et on est vraiment des compétiteurs et même les vignerons là, ils sont en train de tailler pendant que je discute, ils sont dans les vignes en train de tailler. Ils se challengent sur la vitesse, la qualité. Je crois que oui, je suis entourée de compétiteurs, mais de compétiteurs, c'est avec C'est un ça, vraiment ouais, sain, bien sûr. un état d'esprit très sain. Mm. Ah, mais c'est génial. Et bon, alors j'imagine que c'est pas sur le millésime 2020 en tout cas que tu seras pas d'accord, mais est-ce que ça t'est arrivé un jour de voir une notation et de te dire non, là c'est pas juste? Oui, Ouais, oui, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé déjà sur le 2015. d'accord. Première notation primeur, 91 sur 100 d'un célèbre magazine. C'était, oui, C'est ça qui j'étais. t'a aussi donné peut-être cette peur un petit peu chaque Oui, année oui, oui. de se dire Et oui, oui, je me vois très bien. C'est 18 heures. J'ai appris le scoring. Je pleurais dans ma oh voiture devant là la là. maison parce que c'était la première note. Et je me dis, mon Dieu, je vais me faire virer. Et puis après, bon, il y en a eu d'autres. Elles ont été très bonnes. Donc le 2015 n'a pas été noté pour moi à la hauteur de la qualité du millésime parce que. Mais je comprends les journalistes. Ils voulaient voir un peu ce que je pourrais faire. Ils me connaissaient pas, etc. Donc c'est aussi normal. En bouteille, on a eu, par le même journaliste, 98 sur 100, donc ça a été. Oui, des fois, on a une forme d'injustice parce que on se dit, oui, il a pas bien goûté. Mais après, je sais pas si on est vraiment. Est-ce qu'on est vraiment juge? C'est pour ça qu'on fait noter des Ouais, vins, bien parce qu'on sûr. peut pas. C'est Jugé notre parti. bébé, on peut pas être jugé parti. Ouais. Moi, parfois, je vois des 100, d'autres vins, je me dis, moi, je l'ai goûté. Enfin, ça m'a laissé de marbre. Mais bon, c'est mon goût et c'est pas le goût de d'autres personnes. Qu'il faut être très, je pense qu'il faut être très cool là-dessus. En vieillissant, je prends un peu de recul. Je stresse toujours la sortie des notes primeurs et je stresserai toujours. Mais je n'en veux jamais aux journalistes. Je pense que ben, s'ils ont mis un 96 et que je m'attendais à avoir plus, ben, c'est que j'ai pas. C'est comme ça et je ferai mieux la fois d'après. Et il faut se remettre en question, chercher pourquoi. Lire bien. Moi, j'aime bien lire les commentaires. Bien sûr. Et d'ailleurs, là-dessus, tu vois, Ouais. j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est la première fois. Bon, j'ai Ouais. interviewé quelques personnes, pas des centaines non plus, mais j'ai échangé pas mal. Et tu as été la première à me dire bah, je suis arrivé au domaine, j'ai regardé toutes les notations Mm. et tous les commentaires. J'ai trouvé ça dingue. Oui, bah oui, c'est vachement important quand même parce que enfin c'est des gens, enfin je les connais bien et je dis pas qu'il y a quelques des gens qui mettent des notes et qui n'ont pas les compétences, ça peut arriver, mais dans la majeure partie de ces gens-là, c'est des gens qui goûtent beaucoup de vin, qui ont des goûts, qui ont des styles
Et c'est pour ça que finalement, d'avoir plusieurs journalistes de tout horizon, de tout pays, en prenant, et c'est marrant parce qu'en faisant l'exercice, on voit vraiment qu'il y a des convergences quand même. Hein. Mhm. Et oui, pourquoi ne pas utiliser les compétences des journalistes au profit du winemaking, quoi, en se disant, mais tiens, quand même, oui, on pourrait avoir un peu plus de chair. C'est ça qui ressortait. Ils avaient raison, les Nicolas. Il avait, je pense, déjà fait, parce que je connais Valmy. Mon boss, il a un ordinateur à la place du cerveau. Il avait, je pense, déjà identifié plus ou moins. Il l'avait pas fait aussi scolairement que moi, mais Bien sûr. il savait ce qu'il fallait rajouter dans la conseillante. Donc, oui, c'est super utile de faire cet exercice-là. Et les journalistes, il faut vraiment lire les commentaires. Moi, je lis d'abord les commentaires. Alors, bon, je vois la note, forcément, c'est un chiffre, ça va vite. Mais les commentaires, alors là où des fois je râle, c'est quand le commentaire est ultra élogieux, où on peut dire que, limite, ils disent que c'est le vin de Pomerol et la note ne va pas avec. Et des fois, c'est ça qui est un peu injuste. Mais c'est pas grave, je me dis, le commentaire est super beau quand même. Donc voilà. Ne vous tenez pas qu'aux notes, regardez les commentaires. Voilà, très important. Très important. Écoute, je te propose qu'on passe à la Oui, dégustation. bien sûr. D'abord, merci d'avoir apporté une bouteille. Plaisir de déguster du coup la conseillante sur le millésime 2019. Oui. J'aimerais que tu puisses commenter peut-être un petit peu la dégustation. Bien sûr. Et puis que tu puisses même plus largement, au-delà même de la conseillante, ensuite qu'on puisse parler aussi de Pomerol, qui est quand même une appellation extraordinaire. On n'en a pas trop parlé. Non, Il y a de très grands domaines, dont la conseillante. Et donc, voilà, c'est un peu le paradis du Merlot, notamment. Voilà, j'aimerais bien qu'on puisse parler un petit peu de tout ça. Tout à fait. Alors, Pomerol, du coup, ça fait longtemps que je travaille sur l'appellation Pomerol, avec Petit Village. Ça va faire quasiment 15 ans. Je suis... je ne compte plus. D'accord. Oui, c'est ça. Disons ça. C'est ça. Non, mais tu as raison. Je suis très attachée à cette appellation parce que franchement, c'est la meilleure appellation du monde. en toute objectivité, bien sûr. Non, c'est une petite appellation avec, du coup, par la taille la moyenne est à 5 hectares à Pomerol. Donc, par la taille des crus, honnêtement, les gens qui produisent des Pomerol sont des gens qui sont dans leurs vignes. C'est vraiment... je ne dis pas qu'ils connaissent le nom de tous leurs pieds, mais presque. Il y a vraiment une agriculture paysanne à Pomerol. On est tous imbriqués les uns dans les autres. Et c'est pour ça que Neil disait toujours, c'est Pomerol, il adore Pomerol, c'est la Bourgogne de Bordeaux. Donc, il y a un côté, vraiment, la parcelle s'arrête. Et à côté, moi j'ai ma parcelle qui s'arrête, à côté c'est Pétrus, ma parcelle s'arrête, à côté c'est Vieux-Château-Sartan, Évangile, etc. Donc on est tous les uns à côté des autres. Il y a une forte entraide à Pomerol. Les gens ne le savent pas. Mais on s'entend hyper bien. Moi, avec Juliette à l'Évangile, on est assez copines et on partage une éolienne. On a une éolienne en commun pour protéger nos vignes du gel. On se prête des tracteurs, des broyeurs, des ceci, des cela. On fait des réunions techniques. Là, j'ai bientôt une réunion technique à Beauregard sur les sujets de cuivre. Donc, on a vraiment on collabore énormément, on se prête des choses. Il y a une génération, moi je fais partie des plus âgés, de jeunes directeurs techniques qui est bienveillante et c'est un bon état d'esprit. Et je crois pas que quoi. Ça sert à rien de se tirer dans les pattes. Bordeaux aujourd'hui, mais même avec la rive gauche, on a beaucoup d'échanges. On s'entend bien. On veut que Bordeaux, généralement, Pomerol et Bordeaux en général, brillent. Et c'est pas en restant les uns chez les autres, les uns chez soi. Chacun chez soi. Chacun chez soi, que ça va marcher. Donc Pomerol, c'est la plus petite appellation de Bordeaux. Avec, on va dire, je caricature, mais 3 types de terroirs. La partie plus argileuse, la ceinture graveleuse et les terroirs un peu plus sableux côté Libourne. Donc, on peut avoir des styles différents. C'est ça qui est génial à Pomerol, c'est qu'il y en a pour tous les styles, pour toutes les bourses aussi. Parce qu'on a vraiment comme la fleur, Pétrus, le pain, des crus très chers. Bien sûr. Et des Pomerol qui coûtent moins de 20 € et qui sont aussi très bons. Pas forcément avec la même durée de garde dans le temps, mais alors ça sera peut-être un autre podcast, on rentrera. mais pour parler de la conseillante, on est sur le terroir, ce qu'on appelle le plateau de Pomerol. D'accord. Donc on partage une partie du mamelon argileux de Pétrus.
puisqu'on a on a vraiment deux frontières avec Pétrus. Et on a aussi une partie de ceinture de Grave. C'est pour ça qu'on a du Cabernet Franc. D'accord. Et on va jusqu'à Cheval Blanc, puisque j'ai expliqué la particularité du terroir avec les 4 hectares avec la double nationalité. Donc, on a aussi des Cabernets Francs côté Cheval Blanc, puisqu'on a un terroir aussi plus de Grave. On a un terroir un peu plus sableux côté Beauregard. Et D'accord. c'est là où on produit notre deuxième vin, le Ouais. Duo. Voilà, et Pomerol, plein de petits crus, très dynamiques. Et voilà, je vous enclin vraiment à aller acheter une bouteille de Pomerol parce Ouais, que. c'est ce que je regardais, c'est que en fait les propriétés à Pomerol sont relativement petites par rapport au reste du Bordelais. Ouais, En fait, je croyais que je voyais plus ou moins 800 hectares oui, et un rapport en moyenne plus ou moins de c'est ça, 5-6 hectares par c'est ça, producteur. Donc exactement. c'est pas une pour Bordeaux, C'est pas une non, c'est pas grande industriel du tout. c'est pas une grande appellation, c'est pas des grandes surfaces de Mm, propriété, quoi. non, c'est Donc, pas des grandes surfaces. Et j'ai choisi du coup 2019. ouais. Alors, c'était un spécial dédicace à ma team parce que c'est le millésime favori actuellement. Là. Ils sont D'accord. tous À fond sur à le fond sur le 19 de Patrick et de Charlie. Et bon, ils ont raison. Moi, je faisais, parce que j'aime bien être dans l'esprit de contradiction, je préférais le 2020. Bon, j'ai dit, OK, le 2020 aujourd'hui est un peu plus en fermé, retrait, ouais. un peu plus en. Et le 19, c'est pour moi la même battle que 9 et 10 avec 9 et 10, 19, 20. D'accord. OK. 19, c'est le millésime qui délivre tout. Il ne s'est jamais fermé. Donc, il a un Ah oui. côté extrêmement crémeux. Et là quand tu vas goûter, tu vas retrouver qu'est-ce que c'est Pomerol. C'est de la chair, c'est de la tendresse, c'est le merlot qui parle, quoi. Il y a dans le 19, je ne l'ai pas goûté, mais Je le connais un je petit le peu. connais un petit peu, cette épaisseur de bouche. Quand on le met en bouche, alors déjà, revenons, faisons les choses bien. Déjà, au nez. Ouais. On a un millésime très jeune, mais on a beaucoup d'épices. C'est un millésime qui était très chaud, mais qu'on sait faire maintenant. On sait protéger la vigne du chaud, on sait récolter suffisamment tôt pour pas avoir de côté oxydé. Tout en On gardant est de la maturité en même ouais. temps, parce qu'il faut pas que ça soit Non, vert. non, il Donc, faut pas que mais ça soit pourtant, vert. c'est Il faut que bien ça mûr, soit ouais. bien mûr, al Ouais. dente, enfin, vraiment comme il faut. C'est-à-dire pour moi des merlots cueillis à temps sur le fruit et des cabernets qui, pour le coup, qui soient vraiment, vraiment mûrs. Il y a le cabernet franc C'est hyper important. doit être mûr, autrement, pour le coup, on a des côtés bourgeons de cassis que moi, j'aime pas trop dans le, Ouais. dans le vin. Donc là, on retrouve, on est peut-être ce matin, alors, c'est vrai qu'il est tôt, hein, mais on Désolé de est, t'imposer ça à cette heure-ci. non, pas de problème. On a un côté aussi rose poudré, plus, des fois on peut avoir des côtés iris, mais là on est plus sur la rose poudrée. Euh, on sent que c'est un millésime mûr, on sent que Ouais. c'est un millésime épicé. On a des côtés mocha et poudre de cacao Van Houten. Ouais. Alors ça, c'est pas la barrique. Et ça, je le sais parce qu'au départ, je pensais que c'était la barrique, mais c'est une parcelle de merlot qui s'appelle Sertan, qui donne, c'est du merlot avec une petite partie de graves sur le dessus. Ce sont des graves. La particularité de nos graves, c'est qu'il y a des branches de coraux dans les graves. C'est très joli. Si vous venez, je vous montrerai les branches de coraux, des graves de Pomerol. Et ça donne toujours, avant qu'on mette en barrique, donc après Malo, on sent toujours ce côté cacao Van Houten, donc avant que D'accord. ça touche le bois. Donc je vous dis, c'est le terroir qui donne ce C'est côté génial. cacao Van Effectivement. Houten. Ouais. Et ensuite, quand on le met en bouche, on a voilà l'attaque. On a de suite, c'est très ample, c'est crémeux. Je vais quand même goûter, hein, parce qu'au cas où. Alors, c'est ample, voilà. C'est peut-être un tout petit peu frais en température. C'est ça. Mais comme Je m'en excuse. nos auditeurs ne le goûteront pas, c'est un peu frais. Ouais. Mais c'est vrai que avec quelques 1 degré ou 2 de plus, on sentirait encore plus le côté vraiment très enveloppant de l'attaque de bouche. Le merlot sur argile fait ça. C'est la colonne vertébrale des vins de la conseillante. C'est le charnu, l'épaisseur du vin. Ensuite, on a la finale qui est toujours très salivante, très fraîche, qui est donnée par les cabernets francs. On a la chance d'avoir cette argile à Pomerol qui fait que les pH des vins, le pH c'est pas très sexy, mais on parlait de pH, on est toujours aux alentours, même dans les millésimes de chaud comme 2019, 20 ou 22, on est aux alentours de 3,60. Donc ça garantit
la tension du vin, mais aussi sa longueur pour l'élevage, enfin D'accord. l'élevage en bouteille. Cette bouteille, là, si vous avez du 19, vous ouvrez, vous carafez, petite demi-heure, et ensuite vous mettez à température. C'est-à-dire que là, il faudrait le mettre à 16-17 degrés, et, vous allez vous régaler, même dans sa jeunesse. Si vous pouvez attendre 10 ans, Attendez. attendez un peu. Si vous avez une caisse, vous gardez quelques bouteilles, parce que au bout, normalement, de 8-10 ans, des arômes de truffe noire arrivent dans les vins, les grands vins, les grands vins, les vins qui sont sur le plateau de Pomerol. Grâce à l'argile, on a cette composante truffée qui arrive au bout de 8-10 ans. Et là, c'est fabuleux, parce qu'on a et le fruit et la truffe, et c'est le paradis. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez du 2005 dans votre cave, ouvrez les bouteilles. C'est fantastique, Incroyable. c'est stratosphérique. Et 2006 aussi, de ce que tu disais. Et 2006 aussi. voilà, allez-y, 2006, buvez-les, parce que alors, à moins que vous aimiez les très vieux vins, mais Bien si sûr. vous aimez cet équilibre de maturité, toujours avec un peu de tension, du tanin et de la maturité, c'est parfait, quoi. Faut y aller. Et donc, tu parlais aussi pour finir un petit peu, de projets. Quand tu es Oui. arrivé, tu as entamé pas mal de projets. C'est Mhm. quoi les prochains projets pour la conseillante? On Il y a est des choses? inarrêtable. Oui, alors déjà, l'année dernière, nous avons construit, alors pareil, hein, merci à la famille Nicolas de me donner les coups des franches pour faire tout ce que je veux. Peut faire. Voilà, je dirais pas caprice, parce que c'est pas des caprices, hein. C'est vraiment, à chaque fois que je demande quelque chose, c'est très étudié, c'est pour le bien du cru. On a fait un petit chai expérimental en cuve. Ce sont des cuves en béton simple, enfin pas D'accord. revêtu, béton brut. Nous avons 5 cuves de 15 à 25 hectos, donc c'est des toutes petites cuves. Pour vous donner, ça D'accord. parle peut-être pas aux éditeurs, Ouais, mais déjà sur les cuviers que j'ai, on était entre 35 et 100. 100, c'est pour assembler, hein, clairement, Ouais. mais on travaillait sur des cuves de 35 à 60 hectos en vinification. Mais pour repartir à redécouper en intraparcellaire des parcelles qui sont déjà petites, puisqu'on n'a que 12 hectares, il nous fallait des toutes petites parcelles, des toutes petites cuves. Donc nous avons fait rentrer ce cuvier. Malheureusement, 2024, on n'a pas pu l'utiliser comme on le voulait, parce que c'est un millésime avec un tout petit rendement. ouais. Il nous a été utile, mais pas pour ce qu'on voulait initialement, malheureusement. Donc on a vraiment hâte de s'en servir pour redécouper certaines zones de la conseillante. Donc vivement 2025. Et alors, le truc qui nous éclate à fond, c'est qu'on a planté un demi-hectare de Sauvignon en 2023, et la première récolte, c'est 2025. Youpi. Youpi, parce que le terroir est fabuleux. La parcelle, on l'a hyper bien plantée. Pareil avec le savoir-faire de l'équipe, c'est-à-dire jour racine, lutte descendante, pralinage des plants, etc. La parcelle est magnifique. Elle a déjà produit quelques raisins, mais on ne pouvait pas les ramasser parce qu'on n'a pas le droit. Ouais. Donc on les a quand même goûtés, hein. La vraie première récolte sera 2025, et elle promet d'être magnifique. Ouais, génial. Et ça, de mettre un peu de Cabernet Sauvignon, de réintroduire le Cabernet Sauvignon à la conseillante, parce qu'il y avait du Cabernet Sauvignon jusqu'en 1956, c'est quelque chose qui moi, m'excite énormément, parce que je trouve que c'est bien de refaire du neuf avec du vieux. On a refait l'étiquette, on a retravaillé l'étiquette en 2015 en reprenant les étiquettes de 1912 et en redessinant le logo initial. Mais quoi de mieux que de reprendre ce que faisaient les anciens? Voilà, c'est génial. Et c'est aussi ce qu'on fait à la conseillante. On a ce savoir-faire dans tout ce qui est vinification, élevage, on calovime, on soutire à l'esquive. On garde ce savoir-faire des anciens, pas parce que ça nous plaît, mais parce que c'est un savoir-faire qui marche et qui a une vraie raison technique. Donc, j'espère que j'ai transmis aux auditeurs ce côté. La conseillante, c'est aujourd'hui des outils modernes, mais avec vraiment un bon sens paysan et un attachement à ce que faisaient les anciens, et à remettre vraiment du sens dans le terroir au service du vin. Bah, écoute, je te remercie, Marielle, pour cette passion.
Merci pour aussi Merci à toi de ce m'avoir sens accueilli. paysan, cet attachement à la terre aussi et à ce végétal, cette énergie aussi que j'ai vachement ressentie, qui est hyper agréable, cette dégustation aussi. J'espère que vous avez apprécié ce moment. En tout cas, moi, je l'ai apprécié. On vous souhaite de bonnes dégustations, avec modération, bien entendu. Et on en profite également pour remercier encore une fois Euni, Oui. l'application de gestion de cave à vin personnalisée qui vous permettra tout simplement de savoir quand déguster vos meilleures bouteilles et notamment la conseillante et de savoir avec quoi l'accorder. Bonne dégustation et à Merci bientôt. beaucoup. Au revoir.